Bonjour tout le monde et bienvenue à Studio Libre en ce mardi 7 novembre. Aujourd'hui à l'émission, un seul sujet, un seul invité, une grande entrevue avec le conseiller de Buckingham, M. Edmond Leclerc. Mon prochain invité s'est lancé en politique à l'âge de seulement 18 ans. Ça a failli fonctionner, mais à 22 ans, il s'est repris et il est maintenant conseiller de Buckingham. M. Edmond Leclerc, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien ce matin, donc... on va parler de l'état de fait de Buckingham. J'ai reçu Mario B. de Masson dans les semaines dernières et je lui ai posé cette question, puis je vais vous la poser à vous aussi parce que c'est quand même une question assez vitale parce que c'est une impression qu'on a. Et puis, bon, ça fait une vingtaine d'années que le Grand Gatineau a été créé au début des années 2000 et on a eu l'impression que l'est de la ville était le parent pauvre, un peu le cousin éloigné de la fesse gauche, puis que justement les services, quand on entend parler de l'implantation des services, on parle de Aylmer, on parle du plateau, les développements en grande pompe et compagnie, et puis du côté de l'est, on se bat pour un autobus. D'ailleurs, on va en parler de ça. On va en parler avec plaisir. Donc, est-ce que c'est une impression qui est justifié ou qui a été justifié? Est-ce que ça change avec le temps? Bien, c'est pas juste une impression, là, c'est réel. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas mieux placé que les candidats des dernières élections qui ont fait le porte-à-porte pour savoir mieux que quiconque que ce dont on nous parle le plus, là, autant à Buckingham, puis j'ai l'impression qu'à Masson, moi, j'ai un collègue à Aylmer qui me le confirme aussi, depuis les 20 dernières années, là, encore aujourd'hui, c'est une réalité, là. Puis je ne mâcherai pas mes mots, là, c'est de diffusion. Beaucoup de personnes nous parlent encore de diffusion. Et pourtant, les avantages d'une grande ville ont été prouvés. Oui. Mais est-ce que la particularité des secteurs dans la grande ville de Gatineau a été respectée? Est-ce qu'on s'identifie à la grande ville de Gatineau 20 ans après la fusion? Moi, je pense que la réponse, c'est non. Je pense qu'un secteur comme Buckingham a encore un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort à l'ancienne ville qu'à la grande ville de Gatineau. Puis je suis content qu'on aille sur ce terrain-là parce que pas plus tard que la semaine dernière, c'est un projet que je travaille avec mon collègue Steven Boivin, conseiller d'Aylmer, c'est de présenter pour la prochaine élection le concept d'arrondissement, dans lequel on veut justement intégrer une notion qu'il n'y a pas encore à Gatineau, mais qu'il y a dans plusieurs grandes villes qui ont fusionné. Notamment Montréal, mais Montréal, c'est gros, hein, c'est complexe, on a des maires d'arrondissement, mais dans plusieurs grandes villes du Québec, on a des arrondissements à son plus simple état où est-ce qu'on va traiter en conseil d'arrondissement de questions plus locales pour respecter la proximité qu'on doit avoir avec les citoyens dans la décision locale. Et les décisions de grandes villes, il reste quand même la grande ville de Gatineau où est-ce qu'il y a un conseil municipal qui adopte les budgets, qui donne les grandes orientations, qui donne les gros contrats, mais en respectant quand même la proximité que les citoyens veulent avoir avec le palier décisionnel de proximité qu'est la politique municipale. Parce qu'on l'entend, c'est quand même difficile parfois d'aller faire justifier une décision locale ou même ultra-locale à la grande ville de Gatineau. Un conseil d'arrondissement, mais là, quand même, on rajoute une couche aussi, là. On rajoute une couche de... peut-être pour faciliter l'accès aux citoyens, mais il n'y a pas moyen de faire autrement pour donner un accès aux citoyens aux potentielles grandes décisions de la grande ville? Bien, moi, je le vois plutôt dans l'optique où on simplifie le processus. Je vais vous donner un exemple très, très, très concret. La semaine dernière, tout le conseil municipal était mobilisé pour prendre une décision sur une démolition dans Buckingham. Les citoyens du secteur ont fait valoir leur point. C'était une audience, donc il y avait également le promoteur du projet qui a fait valoir son point. Le conseil municipal a tranché. Nonobstant la décision qui a été prise, là, tout le conseil municipal de la grande ville de Gatineau a dû être mobilisé pendant plusieurs heures à débattre d'un projet de démolition à Buckingham. Et il ne faut pas faire à semblant, là. Je veux dire, il y a beaucoup d'élus qui n'ont jamais mis les pieds à l'endroit où a lieu la démolition. Moi, je crois fermement qu'une décision de ce genre-là, une démolition, une dérogation mineure, un programme particulier d'urbanisme ou toutes sortes d'enjeux à caractère très, très local, ça devrait être pris en conseil d'arrondissement avec, par exemple, l'élu de Buckingham et de Masson-Angers, peut-être l'élu de la Rivière-Blanche, mais
un conseil beaucoup plus de proximité. Après ça, ben, on arrive au conseil municipal avec un ordre du jour qui est vraiment, vraiment épuré parce que la mairesse, les conseillers qui se rassemblent pour les enjeux grande ville ont juste les enjeux grande ville à traiter. Ils n'ont pas en plus de ça les enjeux locaux à traiter. Puis là, c'est là où je pense qu'on vient respecter justement les décisions qui doivent être prises localement et les décisions qui doivent être prises à la grandeur de la ville. Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'on peut sentir déjà une ouverture? Bon, les conseillers, mais au niveau de la mairie, est-ce que ça pourrait passer? J'imagine qu'on ne lance pas ça comme ça là, à brûle-pourpoint aux dernières élections. Est-ce que ça pourrait arriver, ce genre de conseil d'arrondissement très, très local? Bien, autant pour mon collègue Delmer que pour moi-même, il est très clair qu'un gros chantier comme ça, une grosse décision, un projet à livrer comme ça doit prendre un mandat de la population. On ne peut pas juste arriver au cours d'un mandat puis dire « Nous, on s'en vient avec une proposition, on demande aux élus de voter là-dessus. » On n'a pas eu ce mandat-là, on n'a pas été élu pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on se prend à l'avance, 2 ans avant la prochaine élection, en disant « Nous, c'est clair que dans un prochain mandat où on va se représenter, ça va être dans notre plateforme électorale. On va solliciter ce mandat-là de la part de la population. Et puis, lorsqu'on arrivera au conseil municipal après les élections de 2025, ce sera très clair que c'est ce qu'on s'en vient livrer. Et il va falloir après ça que les autres élus qui seront à ce moment-là autour de la table du conseil se positionnent en faveur ou contre les arrondissements. Puis le débat qui va être très intéressant après, ça va être quelle compétence revient à l'arrondissement et quelle compétence demeure à la ville de Gatineau. C'était ma prochaine question, justement. Comment on détermine parce qu'on le sait, au niveau provincial et fédéral, il y a encore des débats. Ça fait 100 quasi que le pays existe et il y a encore des débats à dire quelles compétences des provinces. Puis là, à un moment donné, le gouvernement du Canada s'en vient un petit peu chercher les compétences des provinces, à ramener ça d'un bord puis de l'autre. Fait comment on détermine ça? Oui, OK, on peut parler des compétences locales. Bon, il y a certaines choses qui se voient là, à l'œil nu, mais dans le, comme on dit en anglais, dans le fine-tuning, il peut y avoir quand même de longs débats. Bien, tu sais, moi, là, c'est assez clair. Là, c'est le principe de dire Buckingham devrait pouvoir décider pour Buckingham, Aylmer pour Aylmer, Masson pour Masson, ainsi de suite. Alors, si on regarde dans cette optique-là, quelles compétences devraient revenir à qui? Un budget de la grande ville de Gatineau, là, c'est clair que c'est tout le conseil municipal rassemblé ensemble qui va décider des grandes orientations budgétaires. En fait, tout ce qui touche à l'aspect financier, c'est de compétences grande ville, à mon avis, ça c'est évident. Par contre, il y a des questions beaucoup plus locales, comme des questions d'urbanisme, le développement de notre territoire. Est-ce que Buckingham, lorsqu'il décide des grandes orientations du développement de son territoire, devrait être influencé par les élus d'Aylmer? Est-ce que moi, comme conseiller de Buckingham, je devrais avoir un impact dans la décision de mettre ou de ne pas mettre une station-service à telle intersection à Aylmer? La question est bonne aussi dans les deux sens, tu sais. Puis c'est là où je pense qu'on s'est égaré un peu avec le principe de la grande ville de Gatineau, la fusion, parce qu'il y a certaines décisions qui doivent être prises au niveau de la ville de Gatineau, mais il y a certaines décisions à impact local qui doivent être prises dans le secteur. Les questions urbanistiques, les questions de patrimoine culturel. J'ai déjà fait une intervention tout récemment par rapport au banc à Buckingham. C'est une douleur profonde que les gens de Buckingham ont parce qu'il y a eu une directive municipale, grande ville, qui a été prise, et c'est une erreur à mon avis, de dire, bon, ben tous les parcs de la ville de Gatineau, ça va être des bancs tous les bancs de parcs de la ville de Gatineau vont être en composite, un modèle standard. Peut-être que c'est plus pratique là, pour le service des travaux publics pour faire l'entretien et tout ça. Mais c'était une identité du secteur de Buckingham, les beaux bancs en métal. La ville de Gatineau est venue, on a scié ces bancs-là. Ils sont plus là maintenant, c'est rendu des bancs en composite, comme on voit partout à la grandeur de la ville de Gatineau. Et ça, c'est vraiment, vraiment une blessure que l'on a à Buckingham. Un symbole fort, l'horloge de l'avenue de Buckingham. Est-ce qu'à un moment donné, on va se dire, bon, ben le mobilier urbain va être uniformisé à la grande ville? Il ne faut vraiment pas aller dans cette direction-là. Et c'est là où je pense que l'arrondissement va avoir sa pertinence parce que le mobilier urbain pourrait très bien être une compétence d'arrondissement. Donc, l'arrondissement, par exemple, Buckingham-Masson-Angers pourra décider de son mobilier urbain. Puis, l'arrondissement de Gatineau fera la même chose, de Hull, la même chose, Aylmer, la même chose. C'est une idée qui, justement, me fait amener sur un autre sujet parlant du centre-ville de Buckingham.
je me promenais l'autre jour sur ce qu'on appelait la principale à l'époque, qui est l'avenue de Buckingham aujourd'hui. Et je regardais, les commerces, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Il y a beaucoup de commerces qui, justement, soit ont migré vers le boulevard Lépine, dans des locaux plus modernes. Comment on fait pour dynamiser un centre-ville avec des immeubles qui sont, disons-le, vieillissants? Oui. Bien, tu sais, la ville n'est pas le seul joueur pour redynamiser une artère commerciale, mais c'est un incontournable. Ça, c'est clair. La ville doit avoir un rôle de leadership dans ça. Et ce sur quoi on compte beaucoup, les gens de Buckingham, mon prédécesseur à Buckingham disait la même chose, on a besoin d'un plan particulier d'urbanisme pour le vieux Buckingham, qui va donner des grandes orientations par rapport au genre de commerce, les usages que l'on permet sur l'avenue de Buckingham. Est-ce que c'est des commerces seulement qu'on permet? Est-ce que c'est dans l'industrie, par exemple, du vapotage? Est-ce que c'est dans l'industrie du tatou? Est-ce que c'est dans l'industrie de l'alimentation, les boulangeries? Qu'est-ce qu'on veut sur l'avenue de Buckingham et qu'est-ce qu'on veut pas? Qu'est-ce qu'on veut permettre de développer? Qu'est-ce qu'on veut éviter qui se développe sur l'avenue de Buckingham? Ça, c'est toutes des questions super importantes qui vont grandement influencer le développement commercial. Là où je reviens encore avec mon idée initiale, c'est que à la grande ville de Gatineau, on a différentes priorités urbanistiques. Et puis, le plan particulier d'urbanisme du secteur de Buckingham, qui était censé avoir lieu d'après les plans initiaux, là, pas mal dans les années présentement, là, est reporté. Pourquoi? Parce qu'on a des priorités grande ville où il faut développer absolument le centre-ville. On avait un plan particulier d'urbanisme au centre-ville qui était désuet et la priorité portée par la fonction publique de Gatineau est davantage à l'endroit de renouveler le plan particulier d'urbanisme du centre-ville de Hull par rapport à en créer un nouveau à Buckingham. Alors, encore une fois, on va attendre à Buckingham pour avoir un plan particulier d'urbanisme, alors que, à mon avis, un conseil d'arrondissement aurait pu très bien se dire, même s'il y a un plan particulier d'urbanisme dans le centre-ville de Hull qui a lieu présentement, nous, en parallèle à ça, les élus puis les fonctionnaires qui travaillent avec l'arrondissement, nous allons travailler un chantier de PPU, plan particulier d'urbanisme, pour le vieux Buckingham. On va développer ça. On est capable de marcher puis marcher de la gomme en même temps. Donc, on va s'assurer que le développement commercial de l'avenue de Buckingham avance à vitesse grand V. Parce que on le voit, les infrastructures sont différentes. Si on prend Gatineau, si on prend Hull, le vieux Hull, et si on prend ici à Buckingham, c'est dur de faire un plan unilatéral dans une ville qui compte un développement qui a été, selon certaines époques, très différent, là. Absolument. Puis on vit avec les conséquences aujourd'hui d'avoir peut-être essayé de donner des lignes directrices qui sont trop globales et qui se retrouvent dans des subtilités qui ont des conséquences dans le quotidien des gens. Moi, ça fait 2 dossiers de démolition depuis le début de mon mandat qui sont problématiques, qui sont portés en appel. Ça veut dire qu'il y a un projet immobilier qui est présenté à l'urbanisme, il est conforme, on en demande une démolition d'une maison pour pouvoir procéder. Et puis, il y a des citoyens dans le secteur qui se mobilisent et qui disent un instant, nous autres, on ne pensait pas qu'on pouvait démolir une maison pour construire, par exemple, un 6, un 26 logis. Donc, c'est arrivé à 2 reprises depuis le début du mandat qu'il y a des citoyens qui se mobilisent et qui demandent des appels de démolition. Alors, je ne commande pas les dossiers particulier, là, mais de façon générale, le constat que l'on peut faire, c'est peut-être que les orientations qui ont été faites dans la concordance des plans d'urbanisme dans le dernier mandat n'a pas été assez ciblée, puis on n'a pas porté une attention particulière à quel développement Buckingham voulait avoir pour elle-même. Et ça peut être vrai pour chaque secteur. Tu sais, Buckingham a une particularité, veut se développer d'une certaine façon. Donc, il faudrait vraiment respecter la volonté de ces citoyens-là. Puis je pense que le conseil d'arrondissement, ça aurait été l'oreille attentive qui aurait pu bien cerner ce besoin-là. Parce que, comme on dit, pour savoir où on va, il faut savoir où on est allé aussi avant. Garder un certain cachet d'une ville, j'allais dire village, mais le centre-ville de Buckingham, c'est quand même un petit village. Là. Si c'est un cœur villageois. C'est un cœur villageois. Et puis, on a des particularités, des beaux édifices qui demanderaient à être peut-être un peu revampés, là, pour mettre un peu ça au goût du jour, mais tout en respectant le cachet. Mais là, si on arrive avec une directive qui est globale, qui comprend des nouveaux secteurs de, exemple donné, Aylmer ou du Plateau,
qui ont la même... on voit tout de suite, comme on dit dans le jargon, rien qu'à voir, on voit bien là, que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu le principe de dire, on va aller vers un conseil d'arrondissement pour gérer tout ça, là. Ben, à Buckingham, on est très fiers. On est fiers de notre avenue principale, on est fiers de l'histoire de notre ville. Puis je le dis ville. Là, riche histoire. Absolument. Puis tu sais, quand que je vais voir le club de curling, là, la phrase c'est Buckingham, c'est une ville de curling. Parce que le seul club de curling de la grande ville de Gatineau, il est à Buckingham, puis il est centenaire, puis on en est fiers. Puis c'est vrai là, pour plein d'autres choses. Donc, Buckingham est très fier à la base. Alors, ce sentiment de fierté-là, il ne peut qu'être renforcé si on mise sur les particularités du secteur, si on le développe comme un tout en soi. Donc, ça n'empêche pas là, qu'administrativement, on peut être intégré à une grande ville comme la ville de Gatineau pour plein d'économies d'échelle, d'efficacité en termes d'opérations municipales, pour plein de bonnes grandes orientations par rapport au transport en commun, pour le schéma de couverture des risques en incendie, pour des impératifs opérationnels. Ça, c'est clair là, qu'on a plein d'avantages. Mais dans son développement, dans son identité, dans sa culture, Buckingham a plein de particularités, est très fier et a envie de se développer selon ses propres orientations. J'ai posé justement, on s'en va sur le sujet du transport en commun. J'ai posé dans les mêmes questions à Mario B. Comment ça se fait que la STO a un service qui est quand même correct, mais qui pourrait être amélioré ici à Buckingham pour se rendre au centre-ville, parce que parfois, à certains moments de la journée, c'est très difficile pour les gens qui veulent se déplacer. Vous êtes sur le conseil de la STO, donc comment on prend les décisions? Est-ce que c'est encore une fois, on parlait justement de données locales, est-ce que c'est que justement la STO se donne une directive globale pour tout le monde puis que c'est unilatéral? Comment on gère ça? Bien, ce qui est important de savoir, là, c'est que le transport en commun, à la base, là, c'est un service qui est offert. On ne fait pas d'argent avec le transport en commun et on n'en fera jamais. Ce n'est pas une activité lucrative, le transport en commun en soi. Mais la Ville, avec le gouvernement du Québec, on finance une société de transport qui, elle, va offrir un service qui est absolument essentiel. Et avec ça vient l'importance de prendre des décisions stratégiques, des décisions politiques. Desservir le secteur de Buckingham et de Masson-Angers pour la STO, c'est un choix politique parce que ce serait beaucoup plus payant d'amener des lignes d'autobus partout ailleurs dans le réseau où on est plus concentré, où les bâtiments sont plus denses puis c'est susceptible d'avoir plus d'utilisateurs par autobus. Par contre, on est une grande ville, il est essentiel de donner un service de transport en commun à la grandeur de la ville. Alors, c'est un choix politique que l'on fait de donner du transport en commun au secteur éloigné comme Buckingham, Masson-Angers, même si ce n'est pas rentable, parce qu'on pense que chaque citoyen qui paye des taxes à la ville de Gatineau devrait avoir un service de transport en commun. Alors, si on part de ça, après ça, qu'est-ce qu'on s'offre comme transport? Bien, évidemment qu'on ne peut pas offrir la même fréquence que sur le Rapibus dans des secteurs plus denses comme à Gatineau ou encore comme éventuellement s'il y a un tramway dans le secteur de Hull-Elmer. Donc, on ne pourra pas offrir la même fréquence de service parce qu'il n'y a pas le besoin. La demande n'est pas là. La demande qui justifie. Par contre, on peut donner des incitatifs à l'utiliser, puis essayer de stimuler une demande pour que éventuellement ce soit justifié d'en rajouter. Moi, c'est exactement dans cette optique-là que je me suis présenté en politique. Là, c'était vraiment pour le transport en commun. Pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à utiliser la STO quand je suis allé au cégep. Donc, je partais chaque matin de Buckingham, puis je me rendais au campus Gabriel-Roy à Hull. Un bon 2 heures d'autobus. Je trouvais ça épouvantable que dans une ville comme Gatineau, ce soit aussi long. Puis je me suis dit, il faut que je fasse une différence dans ça. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé dès 2017 à me présenter aux élections municipales. Alors, c'est sûr que ça me rend très fier d'être sur le conseil d'administration de la STO. Puis ça me permet de voir, par exemple, que c'était plus optimal pour les usagers de la STO lorsqu'on prend la ligne 97 qui fait la ronde de lait. Oui, le tour. Le grand tour qui prend la 148 pour se rendre jusqu'à Gatineau. Ben, en fonction du nombre d'embarqués dans l'autobus sur cette ligne-là, il y avait une optimisation à faire en la faisant prendre l'autoroute. C'est un choix politique encore là parce que c'est difficile. On prive certaines personnes d'avoir accès. Sur le long de la 148. Exactement. Mais un tout petit volume
pour beaucoup de personnes qui, eux, ont besoin de faire un grand détour. Alors là, il y a un débat, là, un débat politique à avoir sur est-ce qu'on veut absolument desservir avec la ligne 97 toute la 148 ou on veut maximiser l'expérience et la rapidité pour les gens de Buckingham, Masson et Angers en prenant l'autoroute 50 et en sacrifiant peut-être de desservir une partie. Cheval blanc dans ce coin-là. Exactement. Parce qu'on coupe à Georges, si je ne me trompe Exactement. pas, pour s'en aller vers l'autoroute. Donc, avec la nouvelle desserte, ce qu'on a dit, c'est on a un nouveau service qui fonctionne bien, qui est le transport à la demande, qui a fait ses preuves dans le secteur de Buckingham, Masson-Angers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir ce service-là qui n'est pas parfait, là, qui n'est vraiment pas équivalent à avoir une ligne d'autobus, mais quand même, on va l'offrir aux gens qui ne seront plus desservis par la ligne 97 pour qu'eux aussi puissent quand même se rabattre sur certaines lignes de transport en commun et éventuellement même jusqu'au Rapibus. Et on va faire passer les usagers de la 97 par l'autoroute 50. Quel avantage pour les gens de Buckingham. Je veux dire, ça, c'est innovant, c'est nouveau. Et absolument, c'est beaucoup moins long parce que non seulement on prend l'autoroute, donc ça va plus vite, mais en plus, on n'a plus besoin de s'arrêter à quelques arrêts en cours de route pour débarquer, faire embarquer des gens. Puis souvent, la destination, c'est le Rapibus parce qu'on veut se connecter avec le reste de la grande ville. Donc, en heure hors pointe, donc en dehors du chiffre du fonctionnaire traditionnel, là, 8 à 4, là, les gens qui se déplacent en transport en commun ont un avantage. Mais c'est des choix politiques. C'est toujours, si on enlève d'un côté, il faut donner de l'autre parce qu'évidemment, c'est pas simple de jouer avec la desserte en transport en commun. On en a parlé, payage de taxes. Le rôle d'évaluation vient de sortir là, la semaine dernière. Et puis, on a une augmentation ici à Gatineau, je regardais en 3 ans, 4 ans, de 71,9% sur la valeur des maisons. Donc, ceux qui n'ont pas acheté avant la pandémie, vont se retrouver à payer beaucoup plus cher leur maison. Puis là, avec les taux d'intérêt qui montent et compagnie, il y a des gens qui ont payé en surenchère. Comment on voit ça à la ville, là, de voir que, bon, même si on va ajuster le compte de taxes pour que les taxes soient relativement, à peu d'exceptions près, là, mais quand même, de voir la valeur monter aussi grande, on se dit, comment est-ce qu'on gère ça? Oui, il y a deux choses. Là. C'est que, premièrement, c'est un processus qui est légal. Hein. Le conseil municipal n'a absolument pas de pouvoir ou de contrôle. On ne procède pas à un vote sur l'évaluation au rôle. Non. Donc, ça, c'est un processus qui a lieu à tous les 3 ans et c'est bien correct comme ça. Il faut rajouter la valeur au rôle. Donc, les gens peuvent aller voir sur le site Internet quelle est la valeur au rôle de leur propriété, et puis ils vont avoir le montant mis à jour. En moyenne, à Gatineau, c'est 72% de plus que la dernière évaluation qui date de 2021. C'est énorme, mais ça représente le marché. C'est ça le principe. Maintenant, juste sur le deuxième élément, c'est que effectivement, c'est bien la valeur du rôle. Donc, il ne faut pas, évidemment, tirer des conclusions trop importantes sur le prix au marché, là, parce que, je veux dire, la maison qui était à vendre hier et par rapport à aujourd'hui, elle n'a pas augmenté de 72% son prix. C'est vraiment l'évaluation au rôle qui en est faite, qui est mise à jour. C'est une mise à jour qui est faite. Donc, en principe, ça ne devrait pas faire une pression à la hausse là, sur la personne qui s'apprête à acheter. En tout cas, pas un effet immédiat. Donc, ça, c'est un premier élément. Et puis, pour ce qui est de la hausse de taxes, évidemment, nous autres, on a un plan financier à long terme pour éviter de politiser un peu la hausse de taxes puis donner une structure plus logique, pour que le niveau de service se maintienne à la ville de Gatineau avec un respect de la capacité à payer des payeurs de taxes et tout ça. Il y a un profil financier de la ville qui a été dressé, qu'on peut, comme conseil municipal, respecter ou pas, mais il y a une ligne directrice avec des augmentations qui tournent autour des 3% par année, des augmentations de taxes municipales. Fait que si on prend pour acquis que dans les 10 prochaines années, la hausse de taxes à Gatineau va être sommairement un peu plus, un peu moins, mais autour de 3% par année, l'évaluation du rôle, là, si notre valeur de propriété a augmenté
dans la même mesure que la moyenne des autres, il n'y aura pas de gros impacts sur le compte de taxes. Donc, c'est un petit peu la nuance, puis ce à quoi il faut porter attention quand on parle de mise à jour du rôle, là, parce que parfois, ça peut sembler des chiffres absolument exorbitants, 72% d'augmentation, mais tout est relatif. On l'a vu, le marché, par contre, a augmenté de manière assez exponentielle ici à Gatineau. Là, bon, on a parlé pendant la pandémie des surenchères et compagnie, mais globalement parlant, ça coûte plus cher s'acheter une maison à Gatineau aujourd'hui. Ben, le marché a augmenté partout. Là. Si on regarde en province, même au Canada au complet, tout a augmenté. Donc là, je parlais avec, justement, la semaine dernière avec Anne Mercier de la Banque alimentaire. Oui. Il y a quand même des enjeux qui sont très, très, très importants présentement. Là. Les gens ont la gorge à côté là, avec les finances. Comment on voit ça justement au Conseil de la Ville? Bien, c'est une grosse préoccupation. Une grosse préoccupation. On voit des cas de difficultés qu'on ne voyait pas à Buckingham, entre autres. Donc, moi, je suis également sensibilisé beaucoup par notre banque alimentaire qui est très proche des élus où on peut souvent avoir des portraits de comment va... Moi, souvent, quand je vais rencontrer Mme Mercier, je vais lui demander comment vont les gens à Buckingham. Puis, ces temps-ci, c'est pas tellement positif, mais c'est réaliste du portrait qu'on a. Puis, c'est ce que je veux savoir aussi, comment Buckingham se porte par rapport à la pauvreté, par rapport à la défavorisation, nos jeunes à l'école, est-ce qu'ils ont de quoi manger, tout ça. Puis effectivement, c'est difficile. C'est difficile. Puis moi, j'en profite parce que le temps des fêtes va s'en venir. Là. C'est difficile et puis ça va être... toujours plus important de faire appel à la générosité du public. Des fois, ils ne pensent pas toujours comme réflexe, mais d'aller faire un petit tour à la banque alimentaire, acheter un peu plus à l'épicerie, redonner à la banque alimentaire qui est sur la rue Joseph ici, ça peut toujours être un bon coup de main. Et puis, on va être sollicité avec la guignolée des médias, avec les paniers pour les lions, avec toutes sortes d'initiatives de nos groupes communautaires qui ont tenu le coup malgré la pandémie. Donc, il faut vraiment les encourager parce que le besoin il est plus grand que jamais à Buckingham. Puis ça, c'est très clair. On a plusieurs données qui nous en parlent. Ben, c'est tout le temps qu'on avait déjà pour l'émission. On va se reparler au courant de la saison. Et puis, merci beaucoup, Edmond Leclerc, d'avoir été là avec nous, conseiller de Buckingham à la Ville de Gatineau. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition de Studio Libre du mardi 7 novembre. J'aimerais remercier mon invité, M. Edmond Leclerc, conseiller à la Ville de Gatineau pour le district de Buckingham. Et aussi, j'aimerais vous rappeler qu'on a nos médias sociaux qui sont toujours là. On a notre page Facebook dans laquelle vous pouvez découvrir ce qui se passe au quotidien et interagir avec nous à la TVC Basse-Lièvre. Et aussi notre chaîne YouTube qui est 24 heures sur 24 en ligne. Mais vous pourrez d'ailleurs retrouver cette émission et aussi toutes les émissions de la TVC Basse-Lièvre. Je vous remercie d'avoir été là et encore une fois, on se retrouve jeudi pour une autre émission de Studio Libre.